Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour les fameux retours des briefs et analyses que je fais, je voulais vous proposer cette vidéo. Cette vidéo qui va être, je pense, une vidéo qui comportera le plus de valeur que je peux vous donner lorsque vous investissez sur, du coup, les crypto-monnaies ou les actifs sous-évalués, comme on aimerait bien le faire tout le temps sur nos positions en trading. Alors, du coup, on va commencer déjà pour faire un gros dézoom sur qu'est-ce que c'est que l'investissement et le trading. Donc l'investissement et le trading, c'est avant tout investir dans quelque chose que l'on pense sous-évalué ou qu'on le pense en tout cas pouvoir revendre un petit peu plus cher ou pouvoir sauvegarder son épargne ou son pouvoir d'achat. Donc on a ici les principaux actifs d'investissement qu'on peut trouver sur les marchés. J'ai pas mis la dette. Pourquoi? Et oui, c'est le plus gros marché que l'on peut trouver, mais parce qu'il est extrêmement lié à du coup le marché des forex et des devises. Donc je vais me baser uniquement sur les 5 actifs que vous avez là. Donc vous avez l'immobilier, les matières premières, le forex, les actions et les crypto-monnaies. Alors, il faut voir l'investissement, que vous investissiez du coup, que ce soit par exemple l'immobilier, les matières premières, le forex ou les actions. Si, imaginons, je vous disais que dans les 5 prochaines années, l'immobilier va exploser, ok, c'est super, mais du coup, quel immobilier va exploser plus que l'autre? C'est-à-dire que si tout l'immobilier explose, c'est très bien, mais vous vous rendez bien compte, surtout si vous êtes sur les marchés, qu'il y a de l'immobilier qui va beaucoup plus exploser que d'autres. Typiquement, que ce soit sur les actions ou sur les crypto-monnaies, on nous dit que voilà, le marché des actions est le marché le plus rentable de ces 200 dernières années. Cependant, quelles actions ont été du coup les plus rentables? Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est augmenter ses performances dans un secteur d'investissement. Et là, en l'occurrence, ce sera les crypto-monnaies. Alors, avant tout, il faut comprendre l'investissement avec ce rapport de les plus gros capitaux, donc le plus d'argent va toujours se verser dans les actifs les moins volatiles, donc les actifs qui vont le moins performer. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont le plus d'argent ne veulent pas faire des fois 10 sur leur argent. Pourquoi? Parce que investir dans quelque chose qui peut faire un fois 10, c'est aussi investir dans quelque chose qui peut faire un divisé par 10. Or, c'est avant tout ce qu'ils ne veulent pas faire. Si vous n'avez pas un très gros portefeuille, vous n'êtes pas multimilliardaire, vous voulez avant tout fructifier votre capital et l'augmenter. Chose que les personnes qui ont déjà réussi à faire cela ne veulent pas forcément. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est sauvegarder l'épargne et sauvegarder les richesses qu'ils ont réussi à construire. Et c'est pour ça que vous allez toujours avoir les plus gros capitaux qui vont se réfugier sur les marchés les moins volatiles. Donc typiquement, si on traduit ça au niveau des crypto-monnaies, vous allez toujours avoir le plus de capitaux qui vont aller sur donc les actifs les moins volatiles, ceux autrement dit qui ont la plus grosse market cap et la plus faible volatilité, donc le Bitcoin. Ensuite, pour mieux exposer mon propos, vous pouvez imaginer l'argent comme de l'eau. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez les pyramides de verre de champagne. Donc, quand vous versez du coup les pyramides de verre de champagne, le premier verre à être vraiment rempli, c'est du coup le premier verre. Et c'est celui qui va du coup le moins être rempli par la suite, même si on rajoute de l'argent. L'argent va du coup s'écouler vers les autres verres de champagne qui se trouvent juste en dessous. Et bon, on a un petit peu la même chose avec ce fameux Bitcoin. Donc, l'argent qui va s'écouler sur Bitcoin va le permettre de faire grossir sa market cap, donc baisser sa volatilité, donc baisser la probabilité qu'il augmente énormément. Et c'est là que les petits capitaux, qui rassemblés font des gros capitaux, vont se réfugier, eux, vers un actif qui a un peu moins, une market cap un peu moins grosse, mais qui du coup a un petit peu plus de volatilité. Donc autrement dit, les très grosses baleines vont aller sur Bitcoin, les plus petites baleines vont aller sur Ethereum. Ensuite, on va avoir donc des petits baleineaux, mais qui restent quand même des très gros capitaux, qui vont aller vers le top 100 crypto value, et je dis bien value. Et pourquoi alors je parle de value? Parce que si vous comptez vraiment une grosse adoption de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, sachez que l'argent qui va être investi est de l'argent
intelligent, c'est de la smart money, c'est de l'argent où ce sont des personnes qui ont fait des études, qui n'investissent pas n'importe comment sur un coup d'émotion, mais qui vont vraiment chercher donc de la valeur dans les fameuses crypto-monnaies sur lesquelles ils vont investir. Et ces gens-là, quand ils vont investir dans des crypto-monnaies qui ont de la valeur, c'est généralement pour garder ces crypto-monnaies, étant donné qu'elles génèrent de la valeur d'elles-mêmes, que ce soit par l'utilisation de la blockchain ou que ce soit par l'utilisation de leur smart contract ou protocole. Donc, on va avoir les plus gros capitaux qui vont se diriger vers Bitcoin. Ensuite, les capitaux vont se diriger vers Ethereum. Ensuite, vers le top 100 crypto value. Ensuite, vers le crypto value hors top 100. Et enfin, on va se retrouver donc avec un marché, donc les marchés les plus illiquides, les marchés où les baleines n'iront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien que si elles vont dans ce marché, le carnet d'or est tellement vide qu'elles ne pourront jamais en sortir, ou que du moins elles vont faire pump le projet par eux-mêmes, et au final elles vont juste offrir une porte de sortie aux gens qui étaient placés avant elles, chose que la smart money ne fait généralement pas. Donc, on sait que si vous cherchez le plus de volatilité, vous allez aller vers les actifs qui ont les moins grosses market cap, ou en tout cas les moins grosses vraies market cap, donc circulating supply. Donc les mêmes coins, les NFT, les alt, etc. Ça va surtout être pour les traders de momentum. Vous allez avoir donc les crypto value hors top 100 qui, eux, vont quand même récupérer un petit peu de smart money. Et étant donné qu'ils ont des très faibles market cap, ça va également attirer donc les traders de momentum, les traders de hype, etc. Donc, si on suit ce principe d'eau qui s'écoule et de liquidité qui va se déferler petit à petit, il faudrait par contre voir le schéma inverse pour voir la volatilité que cela va provoquer. C'est-à-dire que la plus grosse volatilité va bien évidemment se retrouver au niveau des meme coins, NFT, alt, en dessous du top 100. Et puis vous allez avoir donc une volatilité un peu plus réduite au niveau des crypto value hors top 100, un petit peu plus réduite au niveau du top 100 crypto value, un petit peu plus réduite au niveau d'Ethereum et enfin extrêmement réduite au niveau de Bitcoin. Donc, si vous souhaitez investir à court terme et faire du trading à court terme, bien évidemment que trader ça va être beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus compliqué et surtout va vraiment demander de la discipline, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Là où plus vous allez vous diriger vers des actifs qui ont des très grosses market cap, moins vous allez devoir donc avoir ces facultés-là pour pouvoir générer des bénéfices et pouvoir sortir en gain de vos investissements. Donc du coup, pour revenir sur cette histoire de augmenter ses perfs dans un secteur d'investissement, on a déjà le premier facteur qui est la volatilité et les market cap. On a ensuite le deuxième facteur qui est le secteur d'activité. Donc qu'est-ce que proposent ces fameux top 100 crypto value, ces fameux Ethereum, Bitcoin, etc. Et là encore une fois, ça revient à l'immobilier, matières premières, forex, DevX, etc. Qu'est-ce que les actions qui pumpent le plus que les autres proposent par rapport aux autres? Et là alors, on rentre dans du coup les secteurs d'activité qui, eux, dépendent avant tout de quelque chose d'autre qu'on appelle la courbe d'adoption des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que vous avez du coup des nouveaux entrants dans cette nouvelle technologie. Ces nouveaux entrants, selon le moment où ils sont rentrés, ne cherchent pas la même chose. Les personnes qui sont donc dans les innovateurs, donc dans les personnes qui sont au tout début, ne cherchent pas forcément les mêmes choses que ceux qui vont arriver en majorité tardive ou en majorité précoce, ou les retardataires. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai essayé de lier du coup le pump des secteurs d'activité via la courbe d'adoption de cette nouvelle technologie. Donc, si jamais on vient à faire cela, on va tout d'abord regarder qu'est-ce que c'est que donc selon les étapes de la courbe d'adoption, quel secteur d'activité va le mieux en profiter. Donc on a tout logiquement au début donc les innovateurs qui eux vont développer les infrastructures. Donc les premières personnes qui arrivent développent ce début de technologie et vont créer des infrastructures pour permettre aux autres, donc ceux qui arrivent après, de développer du coup des activités sur ces réseaux, sur ces infrastructures. Pardon. Donc on arrive avec les tech enthousiastes, les innovateurs, qui vont nous créer donc les blockchains les plus utilisées actuellement, qui sont donc Bitcoin, Ethereum. On arrive ensuite à la DeFi. Alors si on va sur les graphiques, on sait qu'il y a eu donc le DeFi Summer qui a vraiment congestionné
donc ces blockchains et qui a créé des frais de réseau immenses et qui a même amené à du coup créer des nouvelles blockchains pour désengorger ces réseaux-là. Donc en fait, vous avez les innovateurs qui vont créer des infrastructures et vous avez les early adopters, les visionnaires, qui vont eux-mêmes créer des produits qui vont tester la solidité et la viabilité de ces mêmes infrastructures. Comment du coup ça a été fait au niveau des crypto-monnaies? Ça a été fait via la DeFi. Donc ça a été fait via la DeFi, via certains protocoles, etc. Je vais revenir un petit peu après sur quel protocole a été fait et l'a testé au max. Donc du coup, on a eu ce DeFi Summer qui nous a testé au maximum ces fameuses infrastructures pour voir leurs limites. Et c'est là qu'il y a un nouveau problème qui a été mis en lumière grâce à ce DeFi Summer qui est la scalabilité, le besoin que ces infrastructures puissent accueillir plus de monde. Pourquoi? Parce que donc, vous avez les infrastructures qui ont été créées, vous avez après les personnes qui vont tester ces infrastructures et voir leurs limites. Et une fois que les limites de ces mêmes infrastructures ont été vues, on a créé du coup la Scalability Solution, donc les Layer 2, etc., les Celestia, les blockchains modulaires, etc., pour du coup créer des espaces de blocs pour permettre à plus de gens de pouvoir rentrer. C'est pour ça que cette étape en fait est obligatoire parce que vous ne pouvez pas avoir une adoption massive sur des infrastructures qui n'ont pas été testées. Et vous ne pouvez pas du coup avoir des nouvelles personnes qui rentrent si la totalité des blocs, enfin la totalité de l'espace est déjà prise. Et donc ce qui nous amène à quoi? À la création de la Scalability Solution. Donc la Scalability Solution, ça va être du coup les Layer 2, etc., qui vont créer énormément de solutions pour permettre à de nouvelles personnes d'arriver sur ces mêmes réseaux, sur ces mêmes infrastructures, tout en utilisant donc les solutions qui ont été amenées de par l'utilisation de la DeFi qui a montré les limites. Donc on va en réalité sauter les limites que la DeFi a mises en lumière via ces Scalability Solutions. Qu'est-ce que cela ça va permettre? Ça va permettre du coup que la late majority, donc la majorité de personnes, parce que là vous voyez donc une courbe qui monte et qui baisse, mais il ne faut pas oublier que la fréquence cumulée des individus ayant adopté l'innovation ne fait qu'augmenter. Donc la majorité précoce ici, la Scalability Solution, va en réalité amener énormément de personnes, mais c'est vraiment la majorité tardive qui va ramener le maximum de gens et le maximum d'utilisation. Et là, qu'est-ce qu'on aura du coup quand on aura un maximum de gens qui vont rentrer sur ces réseaux? On pourra commencer à avoir des utilisations de ces mêmes réseaux qui ne demandent pas énormément qui ne proposent pas pardon, énormément de valeur. Mais pourquoi ils peuvent se permettre de ne pas donner beaucoup de valeur alors qu'ils utilisent de l'espace de bloc? Tout simplement parce qu'il y a eu la Scalability Solution. Donc la Scalability Solution permet à énormément de personnes de rentrer dans ce réseau. Pourquoi? Parce que du coup, c'est moins cher, il y a plus d'espace, c'est plus rapide. Et c'est donc là qu'on peut avoir l'émergence des réseaux sociaux décentralisés, des NFT, des jeux vidéo, etc. Et alors, une fois que du coup, toutes ces personnes, donc la late majority, est rentrée dans ce réseau, vous avez du coup une adoption qui a quasiment été faite, donc une adoption massive. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les legwords, c'est-à-dire que maintenant que quasiment tout le monde est présent sur ces réseaux, c'est obligatoire d'être sur ces réseaux. Typiquement, si on prend par exemple l'utilisation d'Internet, on avait au début donc les infrastructures d'Internet qui ont été faites, on a ensuite donc les sites Internet qui ont été faits, qui ont été énormément congestionnés, on a eu une espèce de scalability solution qui a été faite, ce qui a amené à l'émergence de tous les sites Internet qu'on connaît, etc. Et ce qui a amené donc l'utilisation dans la vie de tous les jours d'Internet, c'est-à-dire qu'arrivé ici au Legwords, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas utiliser Internet. Typiquement pour postuler pour, je sais pas moi, votre travail, pour payer vos impôts, pour utiliser tout ce qui est administratif, en tout cas en France, vous êtes obligatoirement présent sur Internet, sur le net. Donc, en traduisant ça, donc cette courbe d'adoption, via les étapes, en traduisant pardon, les étapes de la courbe d'adoption via les crypto-monnaies, on peut comprendre déjà où on se trouve actuellement. On voit bien qu'on est dans la Scalability Solution actuellement. On est certainement au début de la Scalability Solution. Et on voit surtout que investir donc, dans des projets qui nous permettent de vraiment utiliser la blockchain et les smart contracts de manière étatique, de manière administrative. Donc, typiquement, j'utilise mes crypto-monnaies pour payer mes baguettes,
de pain, j'utilise mes crypto-monnaies pour m'identifier dans la mairie. Donc tout ça, c'est vraiment la fin de l'adoption. Donc, si je devais vous traduire ça un petit peu, il faut comprendre que dans les années 2000, pendant la bulle Internet des années 2000, vous aviez Nokia et BlackBerry qui étaient les numéros un du marché des téléphones. Donc c'était eux qui étaient numéro un, ils se partageaient le monopole du marché des téléphones. Et les gens à ce moment-là achetaient, donc avec un PER de 30, BlackBerry et Nokia. Autrement dit, ils achetaient 30 années de résultats de BlackBerry et Nokia. Donc si on traduit leur bet, leur pari, ils pariaient qu'en 2030, BlackBerry et Nokia seraient toujours les numéros un dans le secteur des téléphones. On est actuellement en 2024, on sait que les numéros un du secteur des téléphones, ce sont Apple et Samsung. Donc c'est pour ça que il faut vraiment faire très attention sur qu'est-ce que vous investissez. Et même en sortant de cette histoire de volatilité market cap, il faut vraiment comprendre qu'il y a des étapes pour investir dans ces mêmes secteurs d'activité. Maintenant, une fois que vous investissez dans des secteurs d'activité, là, vous pouvez faire vos ratios de, d'accord, donc dans ce secteur d'activité, c'est lui qui a la plus grosse market cap, c'est lui qui a la plus petite, donc c'est là que j'aurai le plus de volatilité. Mais encore une fois, si vous commencez à faire ce genre de raisonnement pour des secteurs d'activité de la late majority ou les legwords, ou même le milieu entre early majority et late majority, vous vous doutez bien que vous investissez beaucoup trop tôt dans ces projets, donc rien ne vous dit, et surtout le pari est extrêmement risqué sur le fait que ce seraient donc ces projets-là qui sont arrivés beaucoup trop tôt sur le marché, qui seraient les numéros un dans leur secteur d'activité, alors que les personnes qui utiliseront ces mêmes projets ne sont même pas encore présents. Donc ça traduit de deux choses. Ça traduit premièrement que les personnes qui proposent ça ne comprennent pas vraiment où ils se trouvent actuellement, donc ils sont peut-être trop visionnaires. Et deuxièmement, ça invite aussi à faire comprendre qu'il y a des projets qui sont extrêmement vendus en tant que novateurs, et ils le sont, mais ils le sont beaucoup trop tôt. Donc si on reste dans cette histoire de le premier facteur d'investissement va être la volatilité et market cap, le deuxième facteur d'investissement va être le secteur d'activité, et le troisième facteur d'investissement va être le pump du secteur d'activité via la courbe d'adoption. On comprend bien que actuellement, on a dépassé l'infrastructure et la DeFi, donc les tech enthousiastes et les visionnaires. Maintenant, investir sur des projets sous-évalués, c'est surtout investir sur des projets qui ont de la valeur. Si on investit dans l'étape où on est actuellement, on ne sait pas encore où se trouve la valeur, parce que la valeur se produit avec le temps. La valeur se produit lorsqu'on va tester les limites de ces mêmes projets, lorsque l'on va tester donc l'utilisation et aussi les utilisateurs pour savoir s'ils vont rester sur ces projets, s'ils vont les utiliser. Et à partir de là, on sait que ces projets-là ne vont faire qu'augmenter avec le nombre de personnes qui vont rentrer dedans. Autrement dit, si on se trouve actuellement au Legwords et que vous avez investi dans Ethereum ou Bitcoin dans les innovateurs, vous êtes ceux qui ont fait les plus grosses performances sur toute donc cette courbe. Maintenant, c'est possible que quand on sortira des Legwords, ce sera au final, je ne sais pas moi, un réseau social ou un jeu vidéo ou une solution de scalabilité qui aura tiré le plus de performance. Mais là-dessus, c'est vraiment aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez investi dans les infrastructures, quand on était déjà dans la partie early adopter, donc quand on était déjà dans la partie DeFi, vous investissiez dans quelque chose qui était en train d'être testé et où on commençait à voir que la technologie avait donc de la résilience et qu'elle permettait d'accueillir de nouveaux projets qui eux-mêmes vont du coup mettre en lumière ces mêmes soucis qui vont être réglés par la suite ou pas. Et c'est bien ça qu'il faut faire attention. Donc, si on reste sur cette histoire de dans quelle étape on se trouve actuellement, on est du coup dans la scalability solution. Et du coup, on va logiquement vouloir investir dans des projets sous-évalués, car déjà présents, avec une probabilité de rester présent sur son marché, avec des market shares qui ont déjà été acquises, et avec des utilisateurs qui ne font que growth, donc qui ne font que augmenter. Et c'est là où on arrive sur les leaders des secteurs. Donc, si vous savez que ces projets-là ou ces projets-là sont prêts à rester durant toute la fréquence cumulée des individus ayant adopté l'innovation,
On sait que toute personne qui utilise Internet va utiliser Google. On sait que toute personne qui va utiliser les smartphones va utiliser Orange ou Bouygues, en tout cas un réseau social, un réseau de télécommunications, pardon. Donc du coup, on sait que c'est ici, pour le moment, qu'il faut investir. Maintenant, c'est ici qu'il faut trouver les actifs sous-évalués. Étant donné qu'on est nous-mêmes sur une technologie qui est sous-évaluée, bon après c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui le vendent même de manière un peu trop, mais on sait qu'on est au niveau du début d'une adoption massive. On sait du coup que on va investir sur les infrastructures et sur la DeFi, parce que, étant donné qu'on est dans la Scalability Solution, si vous investissez sur ces projets-là, vous investissez sur des projets qui n'ont pas encore été testés, où on n'a pas testé leur résilience, où on est en train de tester leur résilience, où on est en train de tester donc, les utilisateurs qui arrivent chez eux, et on est en train de tester si oui ou non ils génèrent du bénéfice. À partir de là, on va chercher au niveau des early adopters et au niveau des innovators, les leaders du secteur. Donc ceux qui génèrent des bénéfices, qui ont des utilisateurs réguliers, qui ont une supply diluée, car si vous achetez là-dedans, en fait vous achetez des tokens et des projets qui ont très souvent des très grosses dilutions qui vont arriver, qui sont des incentives pour le début du coup de leur activité, donc ils vont démarrer par de la dette, là où ces projets-là, eux, n'ont plus de dilution ou alors très peu, car ils ont déjà quasiment remboursé toute leur dette et ils ont déjà commencé à faire du bénéfice. Donc de là, on va avoir une supply diluée, des parts de marché acquises, et on va calculer la valorisation d'un actif via sa market cap, ses market share, son adoption, son secteur par rapport au cycle d'adoption, sa token supply et son prix. Si vous regardez la chaîne YouTube Pro Indicators, vous avez pas mal de modèles sur le fait que vous avez plusieurs personnes qui vont... Donc vous avez différents types d'investisseurs, et on sait que les solutions de scalabilité actuellement sont survendues. Survendues par quoi? Par les VC, par le marketing, etc. Pourquoi? Parce que les VC, marketing, etc. viennent de rentrer dedans. Et alors, si vous voulez investir dans un actif qui va durer 30-40 ans de croissance et qui va vous donner des bénéfices durant ces 30-40 années, il faut être dans les actifs qui ont de la valeur, donc qui ont le plus de probabilité de rester sur le long terme. Autrement dit, ce n'est pas dans la Scalability Solution qu'on va le trouver. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore quel token déjà va sortir, quel projet va sortir parmi les autres et va prendre toutes les market shares sur le long terme. Donc en restant dans la DeFi et les infrastructures, petite parenthèse, ce qui est vraiment très intéressant de regarder, c'est surtout cette histoire de avec les VC, le marketing, les momentum, etc., on sait que la plupart des projets de scalability, la plupart des projets de memecoin, NFT, etc., sont extrêmement vendus et sont extrêmement chers. C'est là où vous avez ces projets-là qui n'ont pas de hype, qui ne font très peu de marketing, mais qui ont une utilisation en croissance, des bénéfices en croissance et des utilisateurs en croissance, qui en plus de ça ont déjà acquis leur market share, et que si jamais ces projets-là venaient à pump, dans tous les cas, ils utiliseront de 1 les protocoles qui sont là, parce que les utilisateurs vont certainement les utiliser pour permettre l'utilisation de ces réseaux sociaux, ça fait beaucoup de fois le mot utiliser, mais vont surtout utiliser les infrastructures. Là où je pense qu'on a moins de sous-évaluation, mais c'est chacun à ses avis. Donc du coup, quand on a le moyen de calculer la valorisation d'un actif et qu'on sait qu'on est dans la bonne étape au niveau de la courbe d'adoption, on va chercher les actifs sous-évalués. Donc, actifs sous-évalués, ce sera pour la prochaine vidéo. Ce que je vais faire pour le moment, c'est vous les flouter. Je ne vais pas vous mettre tout de suite les actifs en question. Ça permettra déjà de vous faire rester pour la prochaine vidéo. Et du coup, dans cette prochaine vidéo, j'essaierai de rentrer un petit peu plus dans cette histoire de différents traders et je demanderai à Phil de Pro Indicator si je peux réutiliser ces modèles pour ma vidéo. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté.